Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence sur l'OTAN, un outil de l'hégémonisme américain. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse aux questions internationales. Je me présente, Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire de la Seine-Saint-Denis. Je suis membre de la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée nationale. Et nous accueillons Marlène Rozano-Grange, donc, qui est chercheuse et qui est l'auteur d'un livre, Une histoire mondiale de la construction européenne, qui va bientôt sortir au mois de janvier prochain et qui est vraiment très, très intéressant à lire. Alors, nous allons aborder le sujet en deux temps, puis nous aurons le temps de prendre des questions pour pouvoir échanger. Je vais commencer parce que j'ai pu mener dans la précédente législature un rapport, une mission d'information justement sur le bilan de la réintégration de la France au sein du commandement intégré qui s'est produit en 2009. Et donc je vais essayer dans un premier temps de regarder assez pragmatiquement, en rentrant peut-être dans la technique. Donc il ne faudra pas hésiter lors des questions s'il y a des choses qui vous ont paru un petit peu trop abstraites. Marlène rentrera, elle, donnera un cadre plus général dans un second temps sur les oppositions qui peuvent exister entre Europe de la défense, OTAN et intérêts états-uniens. Donc déjà, de quoi parlons-nous ? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une organisation politico-militaire mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique en 1949. Ce traité met donc en place une alliance militaire dont l'objectif était à l'origine d'assurer la défense territoriale de l'Europe face à la menace représentée à l'époque par l'Union soviétique. C'est donc une alliance défensive dont le cœur est l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule que toute attaque contre l'un de ses membres constitue une attaque contre l'ensemble de ceux-ci, appelant donc une réponse collective à l'agression. Donc initialement, c'est 12 membres fondateurs. Aujourd'hui, 32 membres font partie de l'OTAN, 29 pays européens, 2 pays nord-américains et la Turquie. Je ne trancherai pas la question de savoir si la Turquie est un pays asiatique, euro-asiatique ou européen, mais elle est membre de l'OTAN. L'OTAN est organisée autour de 3 types d'instances. Des instances de décision politique, à savoir le Conseil de l'Atlantique Nord, ensuite un groupe de plans nucléaires et enfin le comité militaire. Des instances de commandement et d'état-major militaire et des organismes civils placés sous la responsabilité du secrétaire général de l'OTAN. Donc le Conseil est l'organisme principal de décision. Le NPG, donc le groupe de planification nucléaire, est l'organe de haut niveau chargé des questions nucléaires au sein de l'Alliance et le comité militaire est la plus haute instance militaire de l'OTAN. La France n'a pas siégé au comité militaire de 1966 à 1995. Toujours membre de l'Alliance, elle n'en était pas moins en dehors des structures militaires intégrées. Un modus vivendi avait été trouvé, basé sur des accords militaires ad hoc pour, d'une certaine manière, faire en sorte que nous étions toujours membres politiques de l'Alliance, mais nous n'étions plus dans ces instances militaires. Mais dans les années 90, après la décision politique de participer aux opérations militaires de l'OTAN, notamment en ex-Yougoslavie, cette situation semblait être devenue insatisfaisante pour et les militaires et les dirigeants français. La France participait aux opérations militaires, mais n'était pas associée à leur planification et à la conduite des opérations, puisqu'elle n'était pas intégrée dans les structures militaires de l'Alliance. Et donc, en 1995, le président Chirac a décidé que la France reprenne en partie sa place dans les institutions militaires de l'OTAN, sans pour autant rejoindre le commandement militaire intégré. Donc sans rejoindre la composante intégrée de l'alliance militaire. C'est Nicolas Sarkozy, en 2007,
qui a annoncé la réintégration de la France dans le commandement intégré. C'est une décision personnelle du président Sarkozy qui constituait avant tout un acte de foi atlantiste. Parce que, en 1991, la disparition de l'URSS a créé un vide existentiel pour l'OTAN. Celui-ci n'avait plus de raison d'être. Cette alliance, selon nous, aurait dû être dissoute à ce moment-là. Mais l'OTAN et les Américains ne l'entendaient pas de cette oreille, et donc ils ont réorienté l'alliance vers une mission de gestion de crise, puis, à partir de 2001 et l'activation de l'article 5 par les États-Unis suite aux attentats du 11 septembre, dans la lutte contre le terrorisme. À noter quand même que pour une alliance qui était censée défendre le territoire européen, la seule fois où l'article 5 a été engagé, c'est quand les Américains en ont eu besoin. Et donc, de la défense collective de l'Europe de l'Ouest, l'OTAN est ainsi devenue un fournisseur de sécurité à plus large spectre, fonctionnant sur un mode expéditionnaire, puisque ces opérations contre le terrorisme en Afghanistan, mais aussi celles en Libye en 2011, ont eu lieu en dehors de son champ d'application, à savoir le territoire européen ou l'Atlantique Nord. Alors les années 2010 ont été pour l'Alliance des années difficiles. Enlisement en Afghanistan, aux conséquences désastreuses de l'intervention en Libye, se sont ajoutés l'effondrement des budgets de défense de ses membres, à la seule exception des États-Unis. Et donc, on en est dans la situation où notre pays a longtemps été réticent à s'investir dans l'OTAN, en particulier après son retour dans le commandement intégré, dans la mesure où celui-ci a quasiment coïncidé avec l'engagement opérationnel majeur des armées françaises en Afrique dans le cadre de l'opération Barkhane. Et donc, les autorités françaises ont privilégié les opérations françaises en Afrique au détriment d'un réinvestissement de l'OTAN, notamment en s'investissant moins dans la défense du flanc est de l'Alliance, alors que ces pays craignaient une menace russe, crainte qui a pris une nouvelle dimension après l'annexion de la Crimée. À partir de 2017, la France a accru sa participation dans les opérations de l'OTAN, notamment en Estonie, en envoyant des blindés, ou en participant à la police du ciel en Pologne, en envoyant des avions, mais depuis le sol français. L'annexion de la Crimée en 2014 a suscité une réaction forte des pays de l'OTAN, en entraînant la mise en place sur le flanc est de l'Alliance d'une présence avancée renforcée, entre guillemets. C'est-à-dire le déploiement dans les pays baltes, en Pologne, de groupements tactiques interarmes. Et le dispositif, aujourd'hui, couvre l'ensemble du flanc est, de l'Estonie à la Roumanie. Et en Roumanie, à partir de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la France qui a pris la tête du groupement tactique interarmes en Roumanie, et donc a pris d'une certaine manière une part plus importante dans les opérations de l'OTAN. Parce que la guerre en Ukraine a conforté l'OTAN dans son rôle premier en matière de défense collective de ses membres, dans une posture qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de la guerre froide. La guerre en Ukraine a été un moment de bascule. À partir de 2022, l'OTAN a mis en place un nouveau concept stratégique. Le concept stratégique, c'est les grands textes qui régissent la manière dont l'OTAN voit le monde. Et il opère un renversement complet par rapport à celui de 2010. En effet, depuis 2010, la Russie était considérée comme un partenaire stratégique. Elle représente aujourd'hui, je cite, la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique. Donc vous voyez, on a basculé, on est un complet bascule en fait de ce concept stratégique. Le concept stratégique de 2022 mentionne également pour la première fois la Chine, jugeant, je cite, que ses ambitions et ses politiques coercitives sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. Il y a donc des sujets de dissension entre les nations membres de l'OTAN, et le plus important est justement celui qui relève de la Chine. Et la place à donner
à la Chine dans les priorités de l'OTAN. Le terme de menace n'a pas été retenu dans ce concept stratégique parce que la France s'y est opposée. Et le concept stratégique parle donc de défi systémique pour la sécurité euro-atlantique que constitue la Chine. Et c'est clairement la France qui a bloqué l'utilisation du terme de menace. Parce que la Chine est une véritable obsession américaine, à la mesure de la menace qu'il représente pour la suprématie mondiale des États-Unis, notamment dans le domaine économique. Et le pivotement des intérêts stratégiques américains vers l'Indo-Pacifique, commencé sous la présidence Obama, s'est poursuivi sous celle de ses successeurs, et personne ne fait mystère à Washington que la priorité de la politique étrangère américaine est bien de contenir la montée en puissance de la Chine. Les dernières déclarations de Joe Biden sur les plans nucléaires américains sur la Chine le démontrent. Et donc, pour endiguer cette menace du point de vue américain, les États-Unis utilisent l'ensemble des moyens à leur disposition, politiques, diplomatiques, militaires, financiers, commerciaux et industriels, mais ils cherchent également à mobiliser ceux de leurs alliés. Et le fait que la Chine figure explicitement et pour la première fois dans le concept stratégique de l'OTAN en est la preuve. Tout le monde a remarqué que la Chine avait une frontière commune avec un pays européen ou était côtier de l'océan Atlantique. On est donc là totalement en dehors de la zone géographique couverte par le traité de l'Atlantique Nord. Donc la position de notre pays là-dessus est claire et elle est défendue, y compris par le président Macron jusqu'à maintenant. La France refuse que l'OTAN soit mobilisée en Indo-Pacifique et a refusé l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo. Mais d'autres pays sont sensibles aux arguments américains et pourraient accepter de considérer la Chine comme une menace pour l'Alliance si c'était là le prix à payer pour conserver l'implication américaine dans l'Alliance. Et il est vain de croire que nos alliés, qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, pourront y résister. Et il en va de même pour la France de Macron, car seul contre tous, on imagine mal le président Macron résister. Alors, avant d'aborder la question du retour de la France dans le commandement intégré sous un angle politique, il nous faut l'aborder sous un angle pragmatique, rentrer dans les questions techniques. Et je vous demande de vous mettre à la place d'un macroniste, avec ses objectifs, à travers la question, parce que vous allez voir que même pour un macroniste, il y a des problèmes. Alors, à la question, donc, abordons la question de l'interopérabilité. C'est l'objectif premier de l'OTAN, puisque celle-ci n'a pas de troupes permanentes. Les troupes de l'OTAN, ce sont celles de ses membres, qui doivent donc apprendre à agir ensemble de manière efficace sur le terrain. L'ensemble de normes ou de standards qu'élabore l'OTAN a pour but de permettre à 32 armées nationales différentes d'être capables de combattre ensemble. C'est ça l'OTAN, c'est une machine à fabriquer de la norme. L'OTAN définit aussi les cibles capacitaires de chacun des membres de l'Alliance, leurs besoins, c'est-à-dire combien chaque pays a besoin de tanks, d'avions, de pièces d'artillerie. Et ces besoins sont déclinés en besoins militaires qui peuvent être satisfaits par des achats sur étagère. Des achats sur étagère, c'est d'acheter un matériel qui existe déjà, ou alors par des programmes de développement. C'est-à-dire, on a besoin de tel type d'avion, il n'existe pas, donc on va développer ce modèle d'avion. Le respect de ces standards est obligatoire pour pouvoir proposer à la vente des armements à un pays de l'OTAN. Et pour l'industrie française, il y a un intérêt majeur à ce qu'il n'exclue pas les matériels français. Et donc, l'argument est souvent avancé que le retour dans le commandement intégré permettrait à nos entreprises de gagner des marchés d'armement. Et en faveur de cet argument, on peut constater qu'il est bien plus simple d'agir en amont, lorsque les discussions sont encore au stade technique, c'est-à-dire qu'au tout début, aux prémices de la réflexion otanienne, dans un sens favorable à nos intérêts, et donc d'une certaine manière de tuer dans l'œuf une idée qui leur serait contraire lorsqu'ils sont en cours d'élaboration, que d'arriver à la fin lorsque tout le travail a été déjà fait. Donc ça, c'est un argument pour dire oui, il faut rentrer dans le commandement intégré, on va participer à toutes les étapes et on va pouvoir défendre nos intérêts. Mais la réalité, c'est que lorsque un même matériel est utilisé par plusieurs, sinon la majorité des pays de l'OTAN, la tentation est grande de résoudre la question de l'interopérabilité par l'achat d'un même matériel, évidemment américain, compte tenu de la prédominance politique, doctrinale et militaire des États-Unis au sein de l'OTAN. Et donc,
les macronistes pensent qu'il est nécessaire d'être partie à la discussion pour être présent là où elle se fait. Et un des enjeux majeurs pour notre pays, par exemple, c'est la future définition des besoins de l'OTAN en matière d'hélicoptères. Les États-Unis veulent des hélicoptères à long rayon d'action, capables d'être utilisés en Indo-Pacifique. Ce n'est pas du tout notre intérêt parce que nous avons d'autres besoins. Si jamais c'est ce standard qui est adopté, Airbus Hélicoptère peut mettre la clé sous la porte et les milliers d'emplois à Gardanne avec. Mais cet argument des macronistes présente toutefois des limites évidentes. Les moyens considérables des États-Unis leur permettent d'être présents à tous les niveaux de l'Alliance. Et il est déraisonnable d'envisager qu'un autre membre, pas même la France, puisse les égaler. Par ailleurs, nous disposons d'un certain nombre de contre-exemples. Par exemple, Safran a pu bénéficier de certains marchés de l'OTAN. Il n'en reste pas moins que tous nos alliés, ou presque, continuent à se fournir presque exclusivement sur étagère auprès des entreprises américaines. C'est-à-dire que depuis que nous avons intégré le commandement intégré en 2009, nos industriels ne vendent pas plus aux pays de l'OTAN. Ils continuent de vendre à leurs clients traditionnels, notamment les pays du Golfe. Et donc, de ce point de vue, le retour dans le commandement militaire intégré n'a rien changé. Typiquement, sur les modèles d'avions, les pays européens achètent tous du F-35 plutôt que d'acheter un Rafale. Ils achètent des chars Abrams plutôt que des chars français ou allemands. Donc, le matériel français ne trouve pas plus de débouchés aujourd'hui dans les pays de l'OTAN qu'avant. Enfin, sur l'interopérabilité, pour nécessaire qu'elle soit au sein de l'OTAN, elle implique un certain nombre de risques pour notre pays, comme l'appartenance à l'OTAN elle-même, d'une matière générale, vous me direz. Mais le premier risque est la tentation réelle pour la France de décider de renoncer à acquérir certaines capacités ou technologies, ou à plus long terme, renoncer à les renouveler, au motif que certains de nos alliés ont les capacités qui nous manquent. Comme tel pays développe tel type de char ou a tel type d'artillerie, on n'a pas besoin d'avoir ce matériel en France ou cette compétence ou savoir, parce que de toute manière, nous fonctionnerons en coalition et donc on aura ce matériel à disposition. C'est renoncer à la capacité d'agir seul. Le deuxième risque est un risque budgétaire. La transformation au cours de l'OTAN et sa montée en puissance, justifiée selon eux par l'agressivité russe, auront un impact budgétaire sensible pour la France. La Cour des comptes l'a évalué. La contribution française au budget militaire et d'investissement de l'OTAN passerait de 193 millions d'euros en 2022 à 770 millions d'euros en 2030. Presque sans compter l'inflation. Donc avec l'inflation, on sera quasiment à 1 milliard d'euros. C'est autant d'argent que les armées françaises n'auront pas ou que d'autres services publics n'auront pas. Le troisième risque est un risque sur les ressources humaines. La principale conséquence de ce retour dans le commandement militaire intégré est évidemment le retour des militaires français dans ces structures, dont le nombre a atteint près de 800 militaires en 2023, contre environ une centaine jusqu'en 2008. Mais alors qu'avant, on envoyait des militaires sans grand avenir au sein de l'OTAN, aujourd'hui, on envoie des militaires à très haut potentiel. C'est-à-dire, potentiellement, nos futurs chefs d'état-major. Et un chef d'état-major qui a passé quelques années dans l'OTAN ne pense plus de la même manière qu'il pensait sans y être passé. Il y a une acculturation otanienne qui se fait jour et qui joue sur notre capacité, après, d'agir seul. Alors, la revue nationale stratégique, qui est le texte qui dit comment la France voit le monde et quels sont les enjeux militaires à venir, donne aujourd'hui à notre pays l'objectif d'être, je cite, un allié exemplaire au sein de l'espace euro-atlantique. Donc on ne se contente plus d'être membre de l'OTAN, on ne se contente pas d'avoir réintégré le commandement militaire intégré, maintenant on doit être un allié exemplaire. La présence même de ce terme dans un document français est consternant et constitue un clou de plus dans le cercueil de l'autonomie stratégique de notre nation. Elle dénote un alignement atlantiste qui va beaucoup plus loin que la simple réintégration de 2009. Parce qu'être exemplaire signifie accepter toutes les règles et s'y conformer, c'est-à-dire obéir aux États-Unis. Jusqu'à présent, la France a pu faire valoir ses positions, mais à la marge seulement, influer sur tel ou tel point de détail, technique ou militaire.
Il est incontestable que nos intérêts nationaux ne sont pas mieux défendus avec la réintégration dans le commandement intégré. Ce d'autant que notre BITD, la BITD c'est la base industrielle et technologique de défense, c'est l'acronyme qui sert à définir toutes les industries qui ont un lien avec la défense dans notre pays. Cette BITD est constamment sacrifiée au profit d'une illusoire BITD européenne qui, au travers des programmes européens et des coopérations intergouvernementales, permettent à nos concurrents de piller le savoir-faire de nos entreprises sans que nous en tirions à aucun moment un avantage. À cet égard, nous devons nous attarder un instant sur la question de la coopération OTAN-UE. Marlène y reviendra en détail, mais juste peut-être sur l'Europe de la défense, cette obsession d'Emmanuel Macron pour l'Union européenne et son autonomie stratégique. Dans tous les discours d'Emmanuel Macron, il y a cette autonomie stratégique, il y a la défense européenne. Et il a donné consigne à tous nos diplomates que dans tous les textes otaniens, il y ait une référence à l'Europe de la défense. Alors ça énerve beaucoup nos partenaires européens qui ne veulent absolument pas de cette Europe de la défense et qui ne veulent garder que l'OTAN, mais bref. Cette coopération, elle est quand même inscrite dans les traités européens. Elle est inscrite dans ce document qui est l'équivalent de la revue nationale stratégique pour l'Europe, qui est la boussole stratégique. Et elle est inscrite dans le concept stratégique de l'OTAN, la coopération Europe-UE. Elle repose sur la supposée complémentarité entre les deux organisations. L'OTAN aurait les moyens militaires dont l'UE ne disposerait pas, et l'UE les moyens humains, financiers et juridiques dont l'OTAN ne disposerait pas. Or, les crises actuelles sont multiformes et exigent, pour y faire face, que des moyens très différents soient mobilisés. Aux yeux des macronistes, et de beaucoup d'autres, la guerre en Ukraine a encore renforcé l'intérêt de la coopération UE-OTAN en mettant en évidence l'importance de ce que l'on appelle la mobilité militaire. Les deux organisations travaillent donc au projet de créer un véritable Schengen militaire. Le problème, c'est que cette coopération est largement bloquée. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est de définir ce pilier européen qui est particulièrement flou. On parle d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Personne n'a défini ce dont il s'agissait. Et si nos alliés peuvent dire qu'ils sont d'accord, c'est parce qu'ils ne mettent pas derrière le pilier européen la même notion que ce que la France met derrière ce mot. La deuxième, c'est de rallier nos partenaires européens. Ils n'en ont pas envie. Pour eux, la défense, c'est l'OTAN. D'ailleurs, si vous regardez, la Suède et la Finlande, qui étaient des pays neutres depuis 1945, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il y a eu l'invasion en Ukraine et qu'ils ont eu peur de la Russie? Ils ne se sont pas tournés vers l'Union européenne, et l'article 47, alinéa 2 du traité de l'Union européenne, qui en gros est un traité miroir de l'article 5 de l'OTAN, ils ont intégré l'OTAN. Donc en faisant ça, ils ont dit, nous ne faisons pas confiance à l'Union européenne pour nous défendre. Pour nous, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Donc, autant pour le projet macroniste. Et enfin, il y a... bon après, je pense que Marlène reviendra plus dessus, donc je l'évoque juste. Les Américains ont-ils un intérêt au développement d'un pilier européen au sein de l'OTAN? Et le laisserait-il advenir, même si les Européens le voulaient? Mais enfin, il y a un point de blocage qui existe aujourd'hui, qui est concret, et qui bloque tout. La Turquie est membre de l'OTAN, Chypre est membre de l'Union européenne. La Turquie ne reconnaît pas Chypre, donc la Turquie refuse toute coopération entre l'UE et l'OTAN, parce qu'ils ne souhaitent pas que les informations classifiées de l'OTAN puissent arriver à Chypre. Donc il y a là un blocage. Tant que la Turquie sera membre de l'OTAN et tant que Chypre sera membre de l'Union européenne, il n'y aura pas de coopération entre l'UE et l'OTAN. Ça a beau être écrit dans tous les textes, ça n'arrivera pas. Et donc il n'est pas possible de poursuivre en même temps l'autonomie stratégique européenne et une implication exemplaire dans l'OTAN. C'est impossible. Et ces deux objectifs sont donc totalement contradictoires. Et le gouvernement peut nous faire croire qu'on peut faire les deux, c'est faux. C'est cette contradiction, entre autres, qui explique l'échec de la synthèse envisagée des deux sous la forme du pilier européen de l'OTAN que j'évoquais. Donc, quant à l'Europe de la défense, que notre réintégration dans le commandement militaire intégré devait contribuer à affirmer, la guerre en Ukraine a confirmé que l'OTAN constituait, pour tous les membres de l'OTAN, l'alpha et l'oméga. C'est ce que je disais sur la Suède et la Finlande. Aucun pays européen ne veut de l'Europe de la défense.
qui n'est, pour reprendre par exemple le terme d'Olivier Kempf, un fantasme qui n'existe que dans les discours du président Macron. À tel point que pour essayer d'avancer dans ce domaine, le président Macron multiplie les interventions impromptues sur la dissuasion et sa volonté de la partager avec les autres pays européens en poussant la ligne toujours au-delà de ce qui a toujours été la doctrine française. Il a dit que nos intérêts vitaux étaient liés aux pays européens. Certains l'avaient dit avant lui. Mais il a été ajouté, et cela nous confère une responsabilité particulière vis-à-vis de nos alliés. Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité particulière? Où cela existe-t-il dans la doctrine nucléaire française? La doctrine nucléaire française est simple, c'est une arme posthume. C'est-à-dire que quand notre pays n'existera plus, nous aurons en même temps réussi à détruire celui qui nous a attaqués. C'est ça la doctrine de la dissuasion française. C'est nos intérêts vitaux sont engagés, le pays qui les a menacés est détruit et rayé de la carte. Ça ne se partage pas avec d'autres pays européens, sinon ça veut dire qu'on change complètement de doctrine. Mais, et nous le réaffirmons, la dissuasion, elle est souveraine, elle doit le rester. Personne, aucun autre pays ne doit pouvoir nous dire quand on l'utilise. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que je suis beaucoup trop long. Donc ce tropisme pour l'UE est lui aussi perçu comme tel par nos alliés, et force est de connaître qu'il ne sert pas les intérêts de la France au sein de l'OTAN, en renforçant les doutes qu'ont nos alliés sur la sincérité de l'engagement de la France dans l'Alliance. Donc là aussi, l'objectif des macronistes d'être influents se retrouve bloqué par leur volonté de faire en même temps. Il n'en reste pas moins que l'OTAN contamine notre propre pensée stratégique, en servant de courroie de transmission des concepts américains. Il ne fait pas de doute qu'à mesure que nos officiers les plus brillants seront envoyés s'acculturer à l'OTAN, c'est toute possibilité d'une pensée stratégique autonome qui sera remise en cause, même si elle est contradictoire avec l'autonomie stratégique nationale. Nous ne devons pas oublier qu'à l'argument technico-opérationnel en faveur du retour dans le commandement militaire intégré, s'est ajouté un argument politique. Et c'est Hubert Védrine qui, dès 2012, le soulignait. La décision du président Sarkozy s'inscrivait explicitement dans une volonté de rapprochement avec l'administration américaine, après l'opposition à la guerre américaine en Irak en 2003. Et donc, une volonté de réinsérer la France dans la, entre guillemets, famille occidentale. Il s'agissait de faire un acte de foi en rupture avec l'héritage de ses prédécesseurs, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, en passant par François Mitterrand. C'est regrettable parce que la décision initiale du général de Gaulle de retirer la France du commandement militaire intégré, motivée par des raisons politiques, illustrait parfaitement le dilemme qu'entraîne l'appartenance à une alliance politico-militaire telle que l'OTAN. La stricte efficacité militaire en mode multinational mettait en jeu l'autonomie stratégique du pays et partant la souveraineté nationale. En effet, il y a une différence fondamentale entre une alliance militaire de défense, qu'on pourrait qualifier d'opérationnelle, et une alliance militaire permanente qui désigne les ennemis et entraîne contre eux tous ses membres. L'OTAN l'a fait en Afghanistan, puis en Libye, et avant cela au Kosovo. Hors de toute légitimité internationale. L'échec total de l'intervention en Afghanistan, auquel s'ajoutent les conséquences désastreuses de la guerre en Libye, a terriblement déstabilisé les régions dans lesquelles se sont passés ces événements et a accéléré les processus violents, notamment en Afrique subsaharienne. Résultat, l'OTAN est discréditée comme fournisseur de sécurité et notre pays avec elle. Loin d'être singulière comme elle se plaît à le croire, la France est désormais un allié atlantiste comme les autres, perçu comme tel et associé à tous les échecs de l'OTAN. Et pourtant, parce que la France n'est pas dépendante de l'OTAN, elle peut dire non. Elle l'a toujours fait et elle doit continuer à le faire. La France est singulière en raison de ses capacités militaires inédites qui fondent un rapport différent à l'Alliance. Non seulement la France est seul pays européen dans ce cas, doté de l'arme atomique et d'une dissuasion totalement autonome, mais elle dispose également d'une BITD de niveau mondial et d'une armée quasi complète, dotée d'une capacité opérationnelle reconnue. La France se distingue parmi les alliés par sa capacité à élaborer une doctrine autonome de défense et à mettre en place, avec la loi de programmation militaire, une planification nationale de défense. C'est peut-être le dernier domaine dans lequel nous sommes capables de planifier, mais nous le faisons en tout cas. Enfin, la France est, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et par son histoire, comme par sa géographie, avec ses outre-mer, présent dans l'ensemble des océans.
La garantie ultime de sécurité de notre pays, contrairement à tous les autres alliés des Américains, n'est pas l'OTAN, mais nos moyens nationaux et nos propres forces armées. Et cela nous confère une place totalement à part. Donc au final, la France n'a aucune raison d'être un allié exemplaire, elle ne doit pas l'être. Elle doit, tant qu'elle demeure dans l'Alliance, être un allié fiable, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire remplir ses engagements, parce que quand la France s'est engagée, elle doit respecter sa parole, mais elle doit garder les mains libres d'un point de vue stratégique et diplomatique. Pour autant, c'est bien du commandement militaire intégré que nous souhaitons que la France se retire immédiatement. Il s'agit de renouer avec l'ambition qui était celle du général de Gaulle en 1966, concilier l'indépendance nationale et la solidarité avec nos alliés, puisque toujours membre de l'OTAN. La France restera donc engagée auprès d'eux via la clause de défense mutuelle de l'article 5. Mais la France doit donc tenir sa parole, il en va de sa crédibilité. Elle ne peut quitter l'Alliance en tant que telle immédiatement. En revanche, sitôt que les circonstances le permettront, la France doit se retirer de l'OTAN et recouvrer sa pleine indépendance. C'est d'autant plus urgent que le pivotement des intérêts stratégiques américains vers l'Indo-Pacifique est définitif et ne laisse aucun doute sur la volonté des États-Unis de mobiliser à terme leurs alliés contre la Chine. Et en 2003, nous avons su dire non à la guerre en Irak. Mais en tant que membre exemplaire de l'OTAN, nous ne pouvons échapper à un engagement dans une guerre qui n'est pas la nôtre pour la défense d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. En sortant du carcan atlantiste, la France ne sera pas isolée. Elle sera non alignée, elle sera indépendante. Nous avons plusieurs fois constaté que la France se fait, en disant non, le porte-voix des pays qui, parce qu'ils dépendent de l'OTAN, ne peuvent s'opposer ouvertement au consensus des Américains. La France est présente sur le continent européen et elle continuera en tant que nation à coopérer en matière de défense avec les pays qui partageront ces principes d'affirmation de la paix, de la primauté du droit international et de l'intérêt général humain. Cette coopération ne se fera plus dans le cadre de l'OTAN, mais dans celui d'accords bilatéraux de sécurité et de défense. Les conflictualités de tout type doivent y être mises en discussion et réglées avant de dégénérer en guerre. À rebours de l'enfermement dans la diplomatie des clubs oligarchiques, symbolisés par le poids des G7, des G20, de l'OCDE, de la OMC, de la Banque mondiale, la France doit œuvrer au retour en force de l'ONU. Quelles que soient ses imperfections, l'ONU est la seule organisation universelle reconnaissant l'égalité entre États et entre peuples, donc la seule instance légitime à œuvrer à la sécurité collective. Notre pays dispose de frontières terrestres ou maritimes sur tous les continents. Il a vocation à renforcer ses coopérations avec les puissances d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Océanie. Ces dernières sont les voisins immédiats d'une France d'outre-mer qui demande à être prise en compte et qui constitue un formidable atout stratégique pour notre pays. Donc, aujourd'hui, la France doit sortir du commandement militaire intégré, créer les conditions pour pouvoir sortir de l'OTAN et en tout cas refuser ce que veulent nous imposer les macronistes, être un allié exemplaire, donc être un outil au service de l'hégémonisme des États-Unis. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses. Je vais vous parler de l'Europe de la défense, ou plutôt de l'introuvable Europe de la défense. Donc, en commençant par ce que tu as évoqué tout à l'heure, donc un discours d'Emmanuel Macron donc à la Sorbonne, dans lequel en fait il invite les États européens à créer une véritable autonomie stratégique européenne par rapport à l'OTAN. Et donc je le cite: le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. Il nous faut bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique. Et donc ce discours arrive dans un contexte, dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, où Macron cherche un peu à se dissocier des États-Unis. Et on va voir que ce discours n'est pas nouveau. C'est-à-dire que dès que les intérêts de la France sont touchés par la politique unilatérale des États-Unis, ressurgit cette idée de l'autonomie stratégique européenne. Et donc, par exemple, après la guerre en Irak donc de 2003, la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, donc je cite, craignent que l'industrie européenne puisse être réduite au statut de sous-traitant des principaux entrepreneurs américains.
Donc là, on a là, encore une fois, cette volonté d'indépendance par rapport aux États-Unis dans un contexte clivant, celui de la guerre en Irak. Et donc la question que je vais poser ici, c'est pourquoi la politique de défense européenne, malgré tous ces discours, en réalité est indissociable de l'OTAN. Alors tout d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que la politique de défense européenne. Donc, elle apparaît dans le traité de Maastricht en 1992, mais en réalité, elle est développée dans le courant des années 2000 comme politique de maintien de l'ordre international, donc comme les missions de la paix, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, de l'OTAN. L'Europe, en fait, veut faire la même chose en complément de l'OTAN. Et donc, le principe, c'est que l'Union européenne ne dispose pas d'armée européenne. C'est-à-dire que c'est les États qui mettent à disposition leurs capacités civiles et militaires lorsqu'une opération de défense est lancée. Ok. Et elle le fait, donc ces opérations dites de maintien de la paix, dans le cadre de l'OTAN. Donc c'est ce qu'on appelle les accords de Berlin Plus, qui indiquent la possibilité de lancer une opération autonome de l'OTAN lorsque l'Alliance ne souhaite pas s'y engager. Donc là, je vous ai mis une petite carte où on voit un peu les différentes opérations donc, dites de maintien de la paix de l'Union européenne. Donc on voit en gros que c'est surtout des opérations civiles et qu'elles ont lieu plutôt donc, dans les anciennes colonies françaises, donc en Afrique, et dans les anciennes colonies allemandes, plutôt à l'Est. Mais en réalité, ce sont des missions qui sont donc, très faiblement dotées et globalement très impuissantes. Voilà, donc parmi les États membres de l'Union européenne, donc les 27, il y en a 23 qui font partie de l'OTAN. Donc on voit vraiment cette proximité entre l'OTAN et la politique de défense européenne. Et donc pour citer quelques chiffres, il n'y a pas d'industrie de l'armement européenne, donc il y a 178 systèmes d'armement différents au sein de l'Union européenne, donc il y en a 30 aux États-Unis, il y a 17 modèles de chars contre 1 aux États-Unis, etc., etc. Donc il y a un éclatement en réalité de l'armement européen qui n'existe pas en tant que politique commune. Aussi un autre chiffre, entre 2021 et 2022, seulement 18% des achats d'armement effectués par les États membres ont été issus des programmes européens. Donc globalement, les États font ce qu'ils veulent et n'utilisent pas les fonds de l'Europe pour ça. Et c'est surtout une industrie qui est largement intégrée, donc, comme ça a été très bien dit, dans l'industrie d'armement américaine. Donc, par exemple, en 2022, près de 80% des armements achetés par les États européens ont été importés d'États en dehors des frontières de l'Union européenne. Et parmi ces 80%, on a 63% qui proviennent des États-Unis. Donc, on a vraiment cette intégration très forte dans le marché de l'armement entre les États-Unis et les pays européens. Et donc, on peut se demander pourquoi ça ne marche pas, en fait. Pourquoi, malgré la bonne volonté des États, etc., cette politique, elle est inexistante. Alors, pour cela, il faut donc revenir un peu aux origines de l'OTAN et surtout au refus des États-Unis de toute autonomie stratégique européenne. Et donc c'était le cas évidemment pendant la guerre froide, où l'OTAN était présentée d'un point de vue des discours comme une menace, comme une lutte contre la menace communiste, mais en réalité, dès 1965, on voit que c'est pas tout à fait le motif principal. Donc là, je cite un document d'archives du département d'État états-unien où est expliqué que l'OTAN est un instrument pour exercer l'influence politique américaine en Europe. Donc on a déjà là en fait cette volonté en fait américaine de refuser toute autonomie stratégique. Et en fait, on aurait pu penser qu'à la fin de la guerre froide, étant donné que l'URSS disparaît, que l'OTAN disparaisse aussi. Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et donc c'est à ce moment-là un renouvellement de la pensée stratégique américaine, notamment celle qui est pensée sous la législature donc, de Bush père en 89, avec 3 principes majeurs qui définissent la politique étrangère des États-Unis au sortir de la guerre froide. Et donc le premier principe, c'est le principe du nouvel atlantisme.
Et donc là, je cite encore en fait, les conseillers de Bush à cette époque. Donc ils expliquent que les forces états-uniennes en Europe servent d'enjeu pour assurer une place centrale aux États-Unis en tant qu'acteurs de la politique européenne. Donc déjà, les choses sont assez posées. Et donc cette stratégie, elle est confirmée en 92 dans un document qui s'appelle le Guide de planification militaire, donc qui est produit par le Pentagone, où il est expliqué que les États-Unis doivent chercher à empêcher l'émergence d'arrangements de sécurité exclusivement européens qui s'apprêtent l'OTAN. Donc ce sont les traductions. Voilà. Et donc pourquoi en fait ce refus de l'autonomie stratégique? Donc on voit souvent dans les documents d'archives mentionner la question de la puissance de l'Allemagne à travers notamment son engagement dans les pays de l'Est. Et l'Allemagne en fait pourrait être un concurrent potentiel des États-Unis et à ce moment-là pourrait même s'allier avec la Russie. Donc c'est ce qui est nommé donc le syndrome de Rapallo en référence au traité éponyme. Ensuite, il y a un deuxième principe qui guide la politique de défense des États-Unis au sortir de la guerre froide, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'élargissement. Donc désormais, les États-Unis ne font plus référence au concept d'endiguement de l'URSS, mais parlent d'élargissement. Donc ça a été théorisé en 1993 donc par Anthony Lake. Et l'idée, c'est que les pays de l'Est doivent rentrer dans l'OTAN pour la partie militaire et dans l'Union européenne pour la partie économique. Donc c'est déjà quand même assez tôt qu'il y ait cette volonté explicite de la part des États-Unis d'élargissement de l'OTAN au sein des pays de l'Est. Et c'est confirmé par Richard Holbrooke, qui est un diplomate américain pendant la guerre en ex-Yougoslavie, les guerres, et où il dit « L'Occident doit s'étendre jusqu'en Europe centrale aussi rapidement que possible, en fait comme en esprit, et les États-Unis sont prêts à montrer la voie. » Donc on a vraiment cette politique assez expansionniste en fait de la part de l'OTAN vis-à-vis des pays de l'Est. Et donc la carte, c'est la carte que je vous ai montrée dans l'introduction, qui montrait à quel point les pays européens en fait étaient intégrés dans l'OTAN. Donc 23 pays sur les 27. Et le troisième principe, donc déjà en 89, c'est le tournant eurasiatique. Donc c'est pareil, donc c'est défini par le même diplomate parmi d'autres, qui s'appelle Richard Holbrooke, dans lequel, en 95, donc pendant les guerres en ex-Yougoslavie, il identifie deux guerres théâtrales qui sont centrales pour les États-Unis. Donc l'une défiant la Russie sur sa propre périphérie, donc dans les Balkans ou le long de la mer Noire. Donc je pense qu'on voit très bien aujourd'hui ce dont il est fait référence. Et l'autre dirigée contre la Chine en la confrontant en Corée du Nord, à Taïwan ou au Tibet. Donc on a déjà en fait en 95 cette idée que la Chine est potentiellement menaçante et surtout la Russie. En tout cas chez certains diplomates américains et surtout au Pentagone qui sont donc très liés au courant néoconservateur. Et en 97, l'Ukraine est définie comme le pivot, comme le lieu stratégique de ce pivot eurasiatique. Donc dès 97, la question de l'Ukraine apparaît dans les documents stratégiques américains. Et là, je vous ai mis une longue citation de la part de Wesley Clark, qui est donc un ancien commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN. Donc en 2014, lorsqu'il s'agit donc pour les États-Unis d'envoyer des armes à l'Ukraine, où en fait il lie la question de l'Ukraine à la Chine. Donc il explique, la Chine dominera l'espace aérien dans le Pacifique occidental d'ici 5 ans, et si nous laissons l'Ukraine s'éloigner, cela augmente certainement les risques de conflit dans le Pacifique. Car la Chine se demandera, les États-Unis s'affirmeront-ils alors pour le Japon, la Corée, Taïwan, etc. Si la Russie prend l'Ukraine, la Biélorussie rejoindra l'Union eurasienne, etc. Et l'Union soviétique sera de retour. Et alors, les États-Unis seront confrontés à une Russie beaucoup plus forte, à une OTAN en déclin et à un défi majeur dans le Pacifique occidental. Il est plus facile de tenir la ligne maintenant, donc en 2014 en Ukraine, que plus tard ailleurs. Donc on voit déjà en 2014 une espèce de répétition en fait, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, vu ce refus en fait, d'autonomie stratégique de la part des États-Unis, on peut se demander quelle est la réaction en fait, des élites politiques en Europe.
Donc il y a quelques résistances, donc, comme ça a été mentionné assez brièvement, lorsque les intérêts européens sont directement touchés. Dans le cadre, justement, dans le contexte d'une politique américaine de plus en plus agressive et de plus en plus unilatérale. Donc au Kosovo, en Irak, etc. Donc les États-Unis n'utilisent pas le Conseil de sécurité, comme c'est assez connu. Et lors de ces guerres, des intérêts européens sont touchés. Donc, par exemple, lors de la guerre au Kosovo, les usines Fiat sont détruites, les projets de gazoducs en cours de construction sont arrêtés. Dans le cas de la guerre en Irak, les entreprises qui avaient fait des contrats avec les autorités irakiennes pour le pétrole, ces entreprises, elles perdent les contrats. Et donc, ça pose un problème, en fait, pour une certaine fraction de la bourgeoisie en Europe, de voir leurs intérêts quand même touchés par les interventions des États-Unis. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine en 2014, il y a même certains diplomates américains, allemands, qui vont se plaindre à l'OTAN pour dire que les commandants états-uniens suscitent des sentiments guerriers anti-russes chez leurs homologues ukrainiens. Donc il y a vraiment cette espèce de position unilatérale en fait, qui est décriée par certains corps de la diplomatie allemande. Et en 2019, Macron explique notre ennemi aujourd'hui est-il la Russie ou la Chine? L'objectif de l'OTAN est-il de les désigner comme ennemis? Je ne le pense pas. Et donc à chaque fois, en fait, dès que ces intérêts sont touchés, certains intérêts très spécifiques en fait, européens, est ressortie l'idée de cette Europe de la défense qui serait autonome, cette espèce de troisième force en fait, complètement mystique, qui permettrait non pas de s'opposer aux États-Unis, mais en tout cas d'avoir une certaine politique autonome. Mais en réalité, on voit que toutes les innovations institutionnelles qui viennent après ces moments de conflit, elles ne font que confirmer le poids de l'OTAN en Europe. Et donc, par exemple, après la guerre au Kosovo, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Javier Solana, est nommé premier haut représentant de l'Union européenne. Après la guerre en Irak, les États membres de l'Union européenne veulent définir une stratégie. Donc, ça s'appelle la stratégie de sécurité européenne. Parce qu'en fait, cette stratégie, elle est tout à fait calquée sur le modèle américain, donc de la stratégie de sécurité nationale, même si, en fait, ils mettent un peu plus en avant la question du multilatéralisme. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, est créé un fonds européen de la défense, soi-disant pour mettre en avant une préférence européenne dans la question de l'armement, mais tout de suite après, donc la Commission qui voit que les États-Unis ne sont pas forcément très contents, elle les rassure et elle explique que ce fonds en rien n'empêche les États membres d'acheter américain. Depuis la guerre en Ukraine, on voit aussi que les importations d'armement des États-Unis ont doublé. Et lors du sommet de l'OTAN à Madrid, comme ça a été dit, de juin 2022, la Chine est définie comme un défi systématique. Alors que Macron, au départ, avait une espèce de discours un peu critique de la politique des États-Unis, etc. Donc on voit vraiment cette espèce d'hypocrisie, ou en tout cas de discours un peu vain, de créer une politique européenne de la défense qui serait autonome. Et donc au même moment, la Moldavie et l'Ukraine obtiennent le statut de candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Donc on a vraiment cette tendance en fait, transatlantique qui ne fait que se renforcer depuis la fin de la guerre froide. Et en conclusion, donc j'ai appelé à ma conclusion donc, penser à la géopolitique européenne à l'aide de la théorie marxiste. On va voir comment certains marxistes en fait, ont tenté de définir la politique, la relation transatlantique. Et donc on a un économiste qui s'appelle Claude Serfati qui parle de blocs transatlantiques hiérarchisés entre les États-Unis et l'Europe. Et donc selon lui, l'absence de politique européenne de la défense et le maintien de l'OTAN montrent en réalité qu'il ne peut pas y avoir d'affrontement militaire entre les États-Unis et l'Union européenne. Autrement dit, on n'est pas en face de deux impérialismes qui se font face.
Et donc cela se voit d'un point de vue économique, avec une intégration de plus en plus poussée des économies européennes et états-uniennes. Et donc par exemple, donc là c'est le petit graphique que je vous ai mis. Entre 1982 et 2020, la part de l'investissement direct états-unien qui se dirige vers l'Europe passe d'un socle déjà solide de 44% à 59%. Alors que depuis 2020, depuis la crise de Covid, voire depuis la crise de 2008, les investissements directs à l'étranger des États-Unis stagnent, et le seul endroit où ils continuent d'augmenter, c'est en Europe. Donc on a vraiment cette espèce de dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, et aussi de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, avec des bourgeoisies qui sont extrêmement intégrées. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir, en tout cas, d'affrontement militaire direct. En revanche, ça ne veut pas dire que les États européens ne sont pas rivaux sur les marchés pour obtenir des parts de marché. Et en fait, les États européens conservent des intérêts spécifiques, donc des sphères d'intérêts différents. Donc on a vraiment l'exemple assez marquant donc, de l'Allemagne vis-à-vis des pays de l'Est, notamment en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, où en fait on parle carrément de cœur manufacturier allemand, avec des relations de dépendance très très fortes, donc centre-périphérie, donc les pays de l'Est qui dépendent en fait fortement de l'économie allemande. Et donc là, je vais donner quelques chiffres. En 2020, la part des emplois dans les filiales des groupes étrangers, donc des pays de l'Est, elle est de 39% en Estonie, 32% en Pologne et 29% en Roumanie. Donc on a bien en fait cette relation de dépendance centre-périphérie et ces logiques en fait d'exploitation économique qui se font de l'Allemagne vers les pays de l'Est. Donc on a cette intégration de l'économie. Et en France, il y a le maintien d'intérêts très forts en Afrique. Et donc ces pays, ils ne vont pas hésiter à recourir aux instruments de l'Europe, de l'Union européenne, mais pas aux instruments militaires, surtout aux instruments commerciaux. Et donc, pour l'Allemagne, ça s'est passé en fait par ce qu'on a appelé la politique de voisinage, qui s'est développée en fait après la chute du mur, qui a visé petit à petit à créer justement des liens économiques avec des investissements directs à l'étranger allemands dans ces pays. En France, ça passe surtout par la politique de développement de l'Union européenne et par les accords de partenariat économique que l'Union européenne signe depuis 2008 avec certains pays africains. Et donc là, par exemple, les profits rapatriés du continent africain par les entreprises européennes sont assez massifs. Donc on est sur 59 milliards d'euros entre 2013 et 2021. Et parmi ces profits rapatriés, la France est le premier bénéficiaire. Donc là, je vous ai mis un petit tableau où on voit les différents pays qui sont bénéficiaires. Donc la France est la première, c'est l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, etc. Donc ça, c'est au sein de l'espace européen, parce que la Chine, en fait, clairement, est en train de dépasser la France en Afrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions s'il y en a. Alors, si on avait quelqu'un pour faire passer le micro. Okay. Alors à qui? Je le fais comme ça, je suis debout, mais j'en ai marre d'être assise partout. Une femme. Merci. On fait une rafale de questions, j'imagine. Vous prenez une rafale. Question plutôt pour toi, Marlène. Tu as parlé, à un moment, tu as évoqué la citation de Holbrooke en 1995 qui parle de deux guerres théâtrales. Est-ce que tu peux revenir sur le concept de guerre théâtrale? Ça veut dire quoi, une guerre théâtrale, concrètement, dans l'imaginaire stratégique de la personne et concrètement dans les faits? Merci. Il y a monsieur.
Oui, voilà, on parlait beaucoup d'un monde bipolaire, mais il est de plus en plus multipolaire. Qu'est-ce que vous en faites des BRICS? Mais je vais un peu là-bas aussi. Quelqu'un veut? Oui, alors bonjour, et merci pour la conférence déjà, ici. Oui, je voulais savoir comment interpréter le renforcement récent de la Bundeswehr, qui a longtemps été comment dire, très suiviste vis-à-vis des États-Unis. Peut-on y voir un début d'un soupçon de volonté autonome, d'autonomie ou de mise en puissance de l'Allemagne comme force armée ou pas du tout? Enfin, comme force armée indépendante, je veux dire. Oui, bonjour tout le monde. Oui, l'OTAN nous a fait perdre la révolution des capitaines en 1977-78 au Portugal. C'est l'intervention de l'OTAN qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Et bon, par rapport à la France, par exemple, les Tom et Dom sont des colonies et la France ne devrait pas intervenir dedans, comme récemment en Guadeloupe. Et en Afrique, l'attitude de la France, l'intervention de la France est désastreuse pour les pays africains. Ça entraîne des millions de déplacés, de réfugiés et aussi, je veux dire, d'immigrés. Donc c'est une catastrophe en Afrique. Bonjour, je voulais savoir par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que la France a un fort intérêt pour quitter le commandement de l'OTAN. Du coup, peut-être c'est une question bête, mais qu'est-ce que ça aurait comme impact direct sur elle, sur les pays, sur les autres pays de l'OTAN ou des pays extra-européens, voilà, un peu plus au moyen long terme? Une dame. Une petite question à Bastien Lachaud. Oui. Tu as dit que les cadres militaires qui sont envoyés à l'OTAN reviennent de façon différente, enfin reviennent différents. Quel est le poids politique de ces cadres? Est-ce qu'il y a des cadres de l'état-major de l'armée qui sont envoyés à l'OTAN? Quel est le poids politique de ces cadres au sein de l'armée française? Une dernière question, on fait un jeu de réponse et après on reprend des questions parce que là, ça... Deux questions complémentaires pour M. Bastien Lachaud. Si je devais ramasser, il me semble, votre présentation, c'est l'OTAN sert un peu trop les intérêts des États-Unis et pas assez les intérêts de la France. Un peu quand même. Est-ce que vous pourriez définir quels sont les intérêts nationaux défendus par l'OTAN au profit de la France? Et la question complémentaire est celle-ci. Vous avez dit que l'objectif à long terme, c'est la sortie non seulement du commandement intégré, mais aussi de l'OTAN elle-même. Dans quelle mesure la France pourrait-elle avoir intérêt à sortir d'une organisation militaire qui défend ses intérêts? Et il me semble qu'en introduction, vous avez dit l'OTAN défend aussi les intérêts français. Alors, d'où ma deuxième question. Pourquoi ne pas sortir immédiatement de l'OTAN? Et quelles sont les conditions en fait, qui obligent, entre guillemets, à y rester pour une période transitoire? Est-ce qu'on peut une dernière? Le monsieur il demande depuis longtemps. Oui, bonjour. Donc du coup, j'ai une question. C'est du coup, vu que l'objectif de la France insoumise Vous m'entendez mieux là? C'est bon? Vu que l'objectif de la France insoumise est de sortir de l'OTAN depuis très longtemps, c'est pour savoir du coup comment vous ferez pour négocier avec les partenaires, par exemple des écologistes ou du PS, pour justement avoir cet objectif-là, parce que c'est des partis qui sont vraiment très atlantistes, et du coup comment négocier avec eux, parce que j'ai l'impression depuis la mise en place de la NUPES et du NFP,
Il y a vraiment des concessions qui ont été faites, notamment sur la livraison d'armes en Ukraine. Et du coup, je me pose la question, comment négocier avec ces partis qui sont vraiment très atlantistes pour justement réussir cet objectif-là, quoi. Du coup, je vais commencer, je vais faire dans l'ordre. Sur la question donc, des guerres théâtrales, je pense qu'on est en 95 et du coup, l'idée, c'était vraiment de montrer les muscles. Donc, c'est vraiment ce truc de représentation. Ah oui, pardon. Ok, ouais. Du coup, c'est cette question de montrer les muscles. On est en 95. La question de l'intervention de l'OTAN en Bosnie et ensuite au Kosovo, elle est quand même pas très claire au sein du département d'État américain, où enfin, le Pentagone veut vraiment intervenir, donc les néocons, mais le département d'État a un peu des doutes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de montrer les muscles et de préparer un peu cette intervention qui va arriver pour aussi redéfinir en fait, le rôle de l'OTAN à ce moment-là, post-guerre froide. Donc il y a la question de montrer les muscles d'un point de vue théâtral. C'est une vraie guerre. Ah, c'est complètement une vraie guerre. Ouais. Sur la question des BRICS... Ok, je vais juste répondre à la question sur les intérêts de la France. Les intérêts de la France qui... Je vais juste répondre à la question sur les intérêts de la France qui pourraient être défendus par l'OTAN de certaine manière. Je pense que, voilà, comme le montrent les investissements directs à l'étranger, états-uniens en Europe, mais aussi en France, il y a une véritable intégration des économies. Et en fait, on peut penser que d'une certaine manière, quand l'OTAN intervient dans un pays, en fait, défend un peu cette espèce de capital transnational dans lequel la France a une position dominée, mais dans lequel les intérêts de la France existent. Et donc, par exemple, lors des guerres en Afghanistan, en Irak, etc., on voit que les entreprises américaines sont carrément les premières en fait, à bénéficier des contrats de reconstruction, mais qu'en fait, il peut y avoir en fait, des filiales européennes aussi qui vont gagner ces contrats. Donc, en fait, il y a vraiment cette question, je pense, de l'intégration des économies qui est essentielle pour comprendre pourquoi l'OTAN en fait, peut de certaine manière défendre des intérêts qui ne sont pas forcément franco-français, mais qui sont des intérêts français intégrés dans le capital américain, pour le dire vite. Voilà, merci. Oui, exactement. Et ça pose donc bien la question de la définition des intérêts nationaux de la France. Est-ce que nos intérêts nationaux, c'est en effet favoriser ce commerce, ces investissements, etc., de la part de la bourgeoisie et plus largement des investissements financiers transnationaux du capitalisme, ou au contraire, de dire que la défense de la France, c'est la défense de son territoire et de ses citoyens, et le respect du droit international, et être en capacité de fournir des militaires à l'ONU lorsque cette organisation en fait la demande. Si on dit que c'est ça, les intérêts nationaux de la France, nous n'avons pas besoin de l'OTAN. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN parce que, je l'ai dit, mais peut-être que je ne l'ai pas dit assez clairement, la France a les moyens de défendre son territoire toute seule. Tous les autres pays ne le sont pas forcément, mais la France peut le faire. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre les BRICS. Les BRICS, aujourd'hui, sont en train de défendre leurs intérêts. Et ils sont en train de mettre en place peut-être une monnaie alternative au dollar, etc., etc. Ils ont leurs propres intérêts. Nous n'avons pas, nous, les mêmes intérêts que les BRICS. Donc la France doit pouvoir être indépendante et travailler dans le domaine du spatial avec les Américains, avec les Chinois, avec les Russes, avec les Indiens, dans tel autre domaine avec telle ou telle nation, etc., etc. Et choisir les domaines dans lesquels elle travaille avec qui. Donc il faut vraiment garder en tête que la France doit
mettre au premier plan la souveraineté de son peuple et sa souveraineté qui est liée à sa souveraineté nationale, et à garder la logique de son indépendance. Sur l'armée allemande, moi je ne pense pas que l'augmentation des effectifs de l'armée allemande, qu'il reste à voir, parce qu'ils ont fait des annonces, maintenant il faut que ça se concrétise. Entre des annonces et les concrétisations, il peut y avoir des écarts. Ce n'est pas une volonté de rompre avec l'OTAN. C'est de réaffirmer le fait que l'Allemagne est la première industrie du continent européen, l'Allemagne est la première population du continent européen, etc., etc., etc. Le seul domaine dans lequel l'Allemagne n'a pas la prééminence en Europe, c'est le domaine militaire. Et c'est la France qui a cette prééminence. La volonté allemande est de confirmer son hégémonie sur l'Union européenne dans tous les aspects et dans tous les domaines. Et donc, maintenant, cela inclut le domaine militaire. C'est pour cela qu'elle développe son industrie, que chaque coopération franco-allemande se solde par un échec de ces coopérations, mais par un gain de compétences des Allemands et de l'industrie allemande au détriment de l'industrie française. On peut prendre toutes les coopérations, que ce soit les coopérations spatiales avec les accords de Schwerin, que ce soit les accords aujourd'hui sur l'avion du futur, où leur objectif est de mettre la main sur les compétences de Dassault. On peut dire la même chose sur le char du futur. Aurélien Saint-Toul, qui est dans la salle, pourrait en parler mieux que moi. Mais aujourd'hui, l'objectif des Allemands est de faire en sorte que l'industrie militaire française, notamment dans le domaine des chars, perde ses compétences et soit incapable de construire un char quand les Allemands, eux, sauront encore le faire. Donc le renforcement de l'armée allemande se construit plutôt dans cette logique d'hégémonie à l'échelle européenne, plutôt que d'indépendance vis-à-vis de l'OTAN. Alors, bon, sur les interventions françaises en Afrique, nous les avons dénoncées depuis le début avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, les interventions en Afrique sont une catastrophe. Malheureusement, je dirais, nous n'avons pas besoin de l'OTAN pour faire ces catastrophes par nous-mêmes. Donc là, il s'agit là réellement d'un enjeu français, franco-français, car ce n'est pas l'OTAN qui nous a emmenés au Mali. C'est une décision de François Hollande de rester au Mali sans qu'il n'y ait, et je le répète, aucun vote du Parlement sur cette décision. Le Parlement s'est prononcé sur l'intervention au Mali pour stopper des colonnes de pick-up qui descendaient sur Bamako, pas pour rester 10 ans au Mali. Aucun vote du Parlement. Nous sommes quand même la seule démocratie au monde où nous pouvons avoir des militaires à l'étranger pendant 10 ans sans qu'il n'y ait un seul vote du Parlement. Et cela pose des questions sur l'Ukraine, sur l'envoi de militaires au sol en Ukraine, etc., etc. Alors, l'impact de la sortie du commandement intégré, il est très difficile à mesurer dans le détail. Mais ce qui est certain, c'est que cela nous permettrait déjà de préserver nos militaires américains, nos militaires de l'influence otanienne. Parce que là, c'est une conséquence concrète de la réintégration. Et là, je réponds à l'autre question. Sur cette acculturation, je vais peut-être revenir plus en détail. Aujourd'hui, donc, on envoie des militaires, des commandants, des colonels, des généraux, des amiraux, au sein de l'OTAN. Ils y passent plusieurs années. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une acculturation qui se fait au travail en coalition. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, en fait, de mener une opération quand on a l'infrastructure états-unienne derrière, quand on n'a pas à tout faire tout seul, quand on n'est pas obligé de faire avec le peu qu'ont les armées françaises sur le terrain. C'est beaucoup plus simple. Donc on prend l'habitude. Et après, on se met à penser que, en fait, on ne peut pas faire autrement. C'est aussi bête que ça.
On a besoin d'avoir une couverture satellite en permanence sur le champ de bataille. Seuls les Américains sont en capacité de nous la fournir. Nous avons besoin d'avoir telle infrastructure, tel type d'armement. Seuls les Américains sont en capacité de nous le fournir. Et donc on oublie, on perd la capacité à faire seul. Et à faire seul avec les moyens dont nous disposons. Et ça, c'était une des grandes forces de l'armée française. Et je pense que c'est encore une des grandes forces de l'armée française, d'être capable de faire seul des opérations complexes. Nous sommes la seule armée au sein de l'OTAN à être en capacité de le faire. La seule armée européenne à être en capacité de mener des opérations complexes. Nous sommes la seule armée européenne à être capable d'entrer en premier sur un champ de conflit. Et ça, c'est des choses que nous sommes en train de perdre. Parce que nos hauts officiers commencent à penser différemment. Et il faut avoir en tête que dans tous les pays européens, pour être chef d'état-major, il faut être passé par l'OTAN. Tous. Parce que l'OTAN est la seule armée et le seul moment où des militaires d'autres pays de l'Union européenne sont en capacité de mener des opérations. Donc l'expérience opérationnelle, elle passe forcément par l'OTAN. La France, c'est le seul pays où nos chefs d'état-major ne sont pas passés par l'OTAN. C'est une grande force. La question qui se pose, c'est pour combien d'années encore? Donc sortir du commandement militaire intégré, ça résout ce problème-là. Sortir du commandement militaire intégré, ça résout le fait d'être comptable de toutes les actions militaires menées par l'OTAN. C'est être capable de dire non. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'OTAN, tout se fait au consensus. Il faut l'unanimité. Chaque pays a un droit de veto. Et sortir du commandement militaire intégré, ça ne veut pas dire sortir du commandement de l'Atlantique Nord et donc du Conseil de l'Atlantique Nord. Donc, la France a toujours une capacité de dire non. D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas l'OTAN qui, en 2003, a envahi l'Irak? Parce que la France a dit non au sein du commandement, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, alors même que nous n'étions pas au commandement militaire intégré. Donc, sortir du commandement militaire intégré ne nous permet même pas de bloquer l'OTAN. Au contraire, on peut bloquer l'OTAN tout en étant sorti du commandement militaire intégré. Et donc je reviens à la question finale, mais parce que, justement, nous avons pris de mauvaises habitudes avec l'OTAN. Ça prend un petit peu de temps de s'assurer que nous ne les gardions pas et de pouvoir revenir dessus. C'est juste l'affaire de quelques années, le temps de se préparer à cette coupure de pont. Peut-être une autre série de questions, parce qu'il y avait quand même beaucoup... Ah, le PS, excusez-moi, oui, elle est notée. Elle est notée. Elle est notée. Nous avons envoyé cette décision à la sagesse de l'Assemblée dans le programme. Voilà. Non, plus sérieusement. Non, mais sérieusement, c'est ça qu'on a dit. Il faudrait qu'on en discutera au sein de l'Assemblée. En sachant que sortir de l'OTAN, c'est pas l'Assemblée qui prend la décision. C'est une décision unilatérale du président. Donc, tant que nous sommes dans la Ve République, si nous gagnons l'élection présidentielle, personne n'aura rien à dire. Donc voilà l'objectif. Il y a une question là, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 questions. On a tout juste le temps de les prendre si elles sont rapides. Oh là, il y en a un peu plus que 5. Qui reprend le micro Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. J'ai une question, vous avez parlé d'interopérabilité déjà des troupes dans votre présentation. Vous avez un peu moins parlé d'opérabilité du matériel précis au niveau des composants d'armement, de véhicules, ce genre de choses. Déjà aujourd'hui, à quel point
on est autonome ou pas? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Et autre chose, vous avez aussi parlé du coup de la présence de la France à l'international et de ses frontières qui sont en fait gigantesques et de son territoire gigantesque. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à peut-être rouvrir l'industrie, surtout de la marine, parce qu'on a un gros territoire aussi à couvrir? Et est-ce qu'une coopération avec les pays annexes de nos dom-tom, par exemple, est envisagée sur le plan militaire ou pas? Voilà, dans tout ça. Il va falloir faire tourner le micro par là-bas aussi, parce que sinon... Oui. Oui, alors, en fait, moi, moi, du coup, en fait, j'intervenais parce que cette conférence est très intéressante sur le plan militaire, mais du coup, où est la paix, quoi? Parce qu'en fait, on voit bien au travers de tout ce que vous avez développé, tous les deux, que ce sont les États-Unis qui mènent la danse, d'accord? Pour tous les domaines. Et ça ne nous étonne pas trop quand même, hein. Enfin, moi, je suis d'une génération où... excusez-moi, mais bon, voilà, hein, on connaît... Oui, on connaît le rôle des États-Unis. Bon. Donc, ça veut dire que, pour l'Ukraine, j'en reviens là-dessus, parce que quand même, c'est la paix qu'on veut. On ne veut pas la guerre. Or, on livre des armes à l'Ukraine, au sein de l'OTAN, parce qu'on est au sein de l'OTAN, et c'est dans le programme de la... Si, c'est dans le programme, hein. Je suis désolée, je l'ai encore relu, parce que ça me bloque, hein, excusez-moi, hein, mais je suis vraiment complètement bloquée. On fait partie des mouvements qui, lorsqu'il y avait encore l'URSS, on était pour la paix, absolument, et là, aujourd'hui, alors que vous venez de démontrer, et c'est très bien, parce que justement, on manquait sans doute d'éléments, eh bien, enfin, on ne manquait pas forcément, mais voilà, ça confirme que ce sont les États-Unis qui mènent la danse pour leurs propres intérêts, et non pas ni pour l'Europe, ni pour la France, encore moins la France, mais non, même pas pour la France. Et donc là, on continue à alimenter un conflit en livrant des armes à l'Ukraine, alors qu'il nous faut négocier la paix avec la Russie et avec l'Ukraine. Il faut donc sortir de l'OTAN, c'est absolument indispensable. Il faut que la France retrouve sa parole. Parce que là, on est sur la guerre et on risque d'y rentrer véritablement. Et on livre des armes offensives. Offensives. Ce qui est grave, ce qui est très grave. Et là, nous, dans le... Oui, mais je sais, mais j'insiste, hein, je suis désolée, mais dans le programme, avec le programme, dans le programme, c'est bien indiqué. Et moi, l'AFI devrait sortir de ça. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'avais une question par rapport... On a compris que l'OTAN, c'est l'outil de vassalisation de l'Europe pour les gouvernements américains. Mais vous disiez, madame, que les États-Unis et l'OTAN ne supporteraient pas une autonomie d'un des quelconques pays européens. Et pourtant, le général de Gaulle avait fait sortir la France de l'OTAN, avait dégagé toutes les bases américaines. Et je voudrais savoir, parce que ça, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a eu des mesures de rétorsion vis-à-vis de la France au moment où de Gaulle a fait sortir la France de l'OTAN? Et quelles ont été ces mesures de rétorsion? Voilà. Bonjour. Super. Rapidement, merci pour la conférence. En fait, moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les conflits, des relations internationales, tout ça, et des fois, je suis un peu perdu si je veux une vision de gauche dans les médias de ce question-là. Et par exemple, je sais que les médias traditionnels, je sais pas, Blast, les médias traditionnels de gauche, des fois, ils peuvent inviter des gens, mais j'ai un peu du mal. Je sais pas si j'écoute Pascal Boniface ou un mec comme ça, est-ce que je peux totalement faire confiance en ce qu'il dit? Et je sais qu'au maximum, par exemple, il faut recouper les informations, tout ça, mais dans un monde où il faut s'informer sur le climat, la Palestine, les conflits internationaux, des fois, on a envie d'un petit condensé pour une revue d'actualité avec une vision LFI, sans que ce soit toujours des gens de la LFI directement qui parlent, qu'on ait un peu des avis de gauche divers sur ces questions-là. Merci. Je sais pas comment on fait. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai deux questions.
La première, c'est, vous parliez de, on est présent partout dans le monde. Justement, ça, c'est aussi lié au passé colonial. Et donc, comme on a vu un peu ce qui s'est passé en Kanaki, par exemple, est-ce que ça va, est-ce que, bon, c'est pas un peu contradictoire par rapport à certaines choses? Et l'autre chose aussi, donc, on est très fort grâce au nucléaire. Et dans une optique de dénucléarisation, autant civile que militaire, comment est-ce que ça va, voilà, influencer tout ça? Ma question, en fait, c'était par rapport au rapprochement de l'OTAN. Est-ce que vous ne trouvez pas trop dangereux le rapprochement de l'OTAN au niveau des frontières russes, vu la puissance nucléaire de la Russie, quoi. Voilà. Merci pour ces questions. Il y en a certaines qui nécessiteraient 1h30 de développement, juste pour y répondre. Sur l'interopérabilité, et ça va rejoindre la question sur les mesures de rétorsion. Oui, aujourd'hui, nous avons des armements français qui ne fonctionnent pas sans les États-Unis. Et les Américains le savent très bien. Moi, je ne vais pas parler des mesures de rétorsion de 1966, je vais parler des mesures de rétorsion de 2003. Quand nous avons dit non à l'Irak, les États-Unis ont bloqué les livraisons de pièces de rechange et de soutien pour certaines pièces du porte-avions. C'est-à-dire que notre porte-avions ne pouvait plus fonctionner parce que les catapultes qui projettent les avions sont américaines, les ascenseurs qui font monter les avions de la cale sur le pont sont américains. Et là, nous allons construire un nouveau porte-avions, ça va nous coûter quelques milliards, et on reprend des catapultes américaines. Alors que nous leur avons dit, vous êtes payés pour le savoir. Ça coûtait certes quelques dizaines, quelques centaines de millions de plus, mais ça permettait à la France de développer des compétences particulières qui auraient pu aussi servir dans le civil. Cela n'a même pas été étudié. Il y avait des catapultes américaines sur étagère, on les prend. Nous sommes donc dépendants des Américains sur un certain nombre de nos armements. Nous sommes beaucoup moins dépendants que beaucoup d'autres nations, mais nous restons dépendants. Et c'est un véritable problème. Bon, sur la question de la paix, oui, évidemment que l'objectif, c'est la paix. Ça renvoie à la question sur les frontières de l'OTAN, mais c'est une folie absolue que d'avoir laissé les Ukrainiens entrer sur le territoire russe. Typiquement, la doctrine nucléaire russe aurait pu être de bombarder l'Ukraine, parce que ça veut dire, etc. Et inversement, cela fragilise même la doctrine du parapluie nucléaire américain otanien. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Russie envahit l'Estonie, que font les Américains? C'est-à-dire ils réagissent de manière plus dure encore que Poutine en bombardant Moscou, ou ils laissent faire? Donc, avoir laissé faire ça est un véritable problème. Nous l'avons dit depuis le début. Que les Ukrainiens aient des armes pour se défendre sur leur territoire, c'est une chose. Qu'ils aient des armes pour envahir ou frapper le territoire russe, en est une autre. Et là, aujourd'hui, la bascule fait rentrer le monde dans une ère totalement nouvelle dans le concept de la dissuasion depuis 1945. Il faut en avoir conscience. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Asie, nous sommes tous les jours plus près de la guerre. Nous sommes tous les jours plus près de la guerre. Et nous avons plus que jamais besoin d'une France indépendante pour porter la voie de la paix. Mais une France indépendante qui ne soit pas naïve par ailleurs. Donc, ça renvoie aux deux questions que vous avez posées. Là, il faudrait 3 heures pour y répondre. Donc, je vais le faire à la serpe et ça ne va pas du tout être... ce qui se passe en Kanaki, Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, est une conséquence de l'Indo-Pacifique et de la théorie de l'Indo-Pacifique. La Nouvelle-Calédonie Kanaki a été une base arrière des États-Unis pendant la guerre contre le Japon à partir de 1942. C'est très clairement, potentiellement, avec la Polynésie, une base arrière en cas de conflit avec la Chine. Donc, la France veut conserver ses possessions. Après,
et ça renvoie à nos liens avec les territoires ultramarins, etc. Nous devons repenser notre République pour faire toute leur place à ces territoires qui veulent ou de l'autonomie ou leur indépendance. Il faut réfléchir, il faut se laisser toutes les portes ouvertes. Pourquoi pas une République fédérative? Pourquoi pas une fédération avec ces territoires, avec ces populations, si elles souhaitent rester françaises ou si elles souhaitent leur indépendance, mais continuer à travailler avec la France. C'est aussi comme ça qu'on fait la République universelle, c'est en sachant dépasser les modèles. Donc voilà, c'est un champ du possible à ouvrir pour que ces populations qui souhaitent plus d'autonomie, plus d'indépendance, puissent, si elles le souhaitent, avoir toute leur place au sein de la République. Donc non, ce n'est pas contradictoire, mais cela nécessite évidemment que la République évolue. Enfin, sur la dissuasion, notre objectif, c'est un monde dénucléarisé, mais un monde dénucléarisé de manière collective, c'est-à-dire que ce n'est pas à la France, qui a beaucoup moins de têtes nucléaires que les États-Unis, la Russie ou la Chine, de désarmer en premier. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre des moyens de discussion pour faire désescalader, pour diminuer le nombre de têtes nucléaires, et que quand les autres auront le même nombre de têtes nucléaires que la France, eh bien nous aussi on commencera à dénucléariser. Et bien sûr qu'il y a un lien avec le civil. Il faut quand même rappeler que le deuxième opérateur nucléaire européen, c'est la Marine nationale, après EDF, en termes de nombre de réacteurs qui sont opérés. Donc, il y a un lien avec le civil, évident. Ce sont les mêmes industries qui font les cuves. C'est pour ça que le porte-avions, il fallait le lancer maintenant, pour que les cuves soient fondues avant que les mini-réacteurs de Macron soient coulés, etc. Bien sûr que c'est la même industrie. Évidemment, donc c'est aussi pour ça qu'il faut aller vers un monde dénucléarisé. Et ça implique de réfléchir à d'autres formes de dissuasion. Donc tout ça, c'est des chantiers qu'il faut lancer. Et si on ne les lance pas et qu'on continue à dire nucléaire, 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 à un moment donné, on sera dépassé. Et on ne pourra plus assurer notre propre défense. Donc quand nous disons attention, il faut réfléchir à une autre forme de dissuasion, tous les autres nous disent ah, vous êtes contre le nucléaire, vous voulez la fin de la dissuasion française, etc. On leur répond non. Nous, on réfléchit au coup d'après, quand vous êtes encore dans le coup d'avant. Donc c'est tous ces enjeux en fait qu'il faut mettre en place. C'est très complexe, c'est très compliqué. J'espère avoir été assez clair pour le populariser. Je pense qu'il faut qu'on multiplie les formations, les conférences sur ces sujets, parce que plus que jamais, la paix est un des enjeux de notre temps. Marlène, si tu veux. Et sur les médias, il y a, oui, en effet, peut-être qu'il faut qu'on travaille à plus médiatiser par nous-mêmes, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui les médias aux mains des 9 milliardaires feront le travail qu'il faut sur les questions internationales plus que jamais. Donc je propose que, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse au niveau de la France Insoumise, mais je rappelle qu'il y a le site Le Monde en Commun qui essaye de mettre en avant les sujets internationaux vus par le prisme de notre lecture altermondialiste et indépendantiste. Et je pense que peut-être qu'il faudrait qu'on renforce ce site, mais en tout cas, je vous renvoie déjà sur le site Le Monde en Commun. Et je vous remercie encore, et je remercie Marlène pour sa présence parmi nous. Et évidemment, on est à votre disposition s'il y a des sujets.